L'objectif de ce cours est d'appliquer le principe fondamental de la dynamique à des systèmes qui évoluent dans des champs uniformes uniques et qui sont ceux vus l'an dernier, à savoir le champ de pesanteur et le champ électrique, et dont nous allons détailler tout de suite les caractéristiques. Tout d'abord, le champ de pesanteur à la surface de la Terre est noté G, et qui est égal à la force que ressentirait 1 kg de corps, et dont l'intensité est de 9,81 newtons par kilogramme. Le champ de pesanteur n'est pas uniforme à l'échelle de la Terre, comme le montre le schéma où est représenté ce champ en différents endroits de la surface de la Terre. Mais néanmoins, localement, ce champ peut être considéré quasi uniforme, un champ vertical et orienté vers le bas. Le poids P, qui est la force de pesanteur ressentie par tout le corps, est donc égal à mg, sera aussi vertical vers le bas, car collinaire et de même sens que g, la masse étant toujours positive. Voyons maintenant le champ électrique noté grand E créé par un dispositif particulier appelé condensateur plan. Ce dispositif est constitué de deux plaques conductrices A et B parallèles entre elles et séparées d'une distance petit d ici de 5 cm. Les deux plaques sont séparées par un isolant et dès qu'on relie les plaques aux bornes d'un générateur de tension continue, il apparaît entre les plaques un champ électrique uniforme, toujours perpendiculaire aux plaques, dirigé dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du plus vers le moins, et dont la valeur est égale au rapport U sur D, où U est la tension positive mesurée entre les deux plaques, et ici de 4,5 volts. L'application numérique donne ici un champ de 90 volts par mètre. Cette fois-ci, c'est une charge électrique qui sera sensible au champ électrique comme un proton ou un électron. Et la force électrique ressentie par cette charge est, par analogie avec le poids, égale au rapport Q fois E. Force et champ sont donc collinaires, mais le sens de la force dépend du signe de la charge. Force et champ sont de même sens pour le proton, mais opposés pour l'électron de charge négative. En revanche, la valeur de la force est la même pour le proton et l'électron, car une valeur de force étant toujours positive, c'est la valeur absolue de la charge qui est multipliée à celle du champ, soit ici une valeur de force de 1,4 10 puissance moins 17 newtons. Nous commencerons par étudier le mouvement d'un corps dans le seul champ de pesanteur, c'est-à-dire en l'absence de frottement et d'action de l'air. Le corps est alors dit en chute libre. Le système est ici un ballon, étudié dans le référentiel terrestre considéré galiléen, et le repère d'étude est le repère orthonormé OX, OY, OZ. À l'instant initial de l'étude, le ballon se trouve à une hauteur grand H avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et l'objectif est d'établir ici les équations horaires de vitesse et de position du centre de masse G du ballon. En chute libre, la somme des forces se résume au seul poids P égale mg, vertical vers le bas, comme le champ de pesanteur considéré uniforme dans la région où le ballon se déplace. Appliquons le PFD, somme des forces égale à ma, et par simplification de la masse, il vient que A égale G. Le vecteur accélération est donc égal au champ de pesanteur. Le champ de pesanteur représente donc l'accélération subie par un corps en chute libre. Exprimons ces coordonnées. Le champ de pesanteur étant parallèle à l'axe OY, ses coordonnées Gx et Gz sont nulles. Et comme G est de sens opposé à celui de l'axe OY, Gy est négatif et vaut moins G. Ces coordonnées sont donc aussi celles du vecteur accélération. On en déduit par primitive celle du vecteur vitesse, la primitive de 0 étant une constante, Vx et Vz sont donc des constantes, C1 et C3. La primitive d'une constante moins g étant affine, Vy est donc affine de la forme moins gt plus une constante C2. Et afin d'identifier les constantes, on s'intéresse au vecteur vitesse à t égale 0, V0, en remplaçant ici t par 0. Or ce vecteur V0 est le même que sur le schéma, où l'on voit que V0 est dans le plan XOY. Sa coordonnée V0Z est donc nulle. On peut donc en déduire tout de suite que C3 est égal aussi à 0.
V0x et V0y correspondent respectivement aux projections de V0 sur l'axe OX et sur l'axe OY. Ces deux projections étant dans le sens des axes à chaque fois, V0x et V0y sont donc positives. Et pour exprimer leur valeur absolue en fonction de la valeur V0 et de l'angle alpha, on exploite la trigonométrie dans le triangle rectangle qui apparaît ici. La valeur de V0x représentant la longueur du côté adjacent par rapport à alpha est égale à V0 cos alpha. Et la valeur absolue de V0y représentant la longueur du côté opposé à l'angle alpha est égale à V0 sin alpha. On en déduit alors que C1 qui est égal à V0x est égal à plus V0 cos alpha. Et que C2 qui est égal à V0y est égal à V0 sin alpha. D'où les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant en remplaçant les constantes ici par leurs expressions. On primitive maintenant ces coordonnées pour obtenir celles du vecteur position. La primitive de la constante V0 cos alpha est affine. X est donc de la forme V0 cos alpha fois t plus une constante C4. La primitive de l'affine moins gt plus V0 sin alpha est un polynôme du second degré de la forme moins g sur 2 t carré plus V0 sin alpha fois t plus toujours une constante C5. Et la primitive de 0 est une constante C6. Là encore, les constantes sont identifiées en se plaçant aux conditions initiales. On réécrit alors les coordonnées de OG en remplaçant t par 0. Or, d'après la position initiale de G0 sur le schéma, seul Y0 est non nul et vaut plus H. On en déduit que C4 et C6 sont égales à 0 et que C5 est égal à H. D'où les coordonnées du vecteur position à n'importe quel instant en remplaçant C4, C5 et C6 par leurs expressions. Les équations horaires de position et de vitesse du centre de masse G étant établies, on va pouvoir analyser son mouvement. La coordonnée selon Z étant toujours nulle, cela signifie que le mouvement du ballon est limité au plan X ou Y. Et pour établir la trajectoire Y égale f de x du centre de masse G, on isole dans un premier temps t dans x de t, l'équation horaire de position, soit t égale x sur v0 cos alpha. Et on remplace cette expression de t dans y de t pour obtenir y de x, soit moins g sur 2, x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sin alpha fois x sur v0 cos alpha, plus ce grand H. Une simplification par v0 apparaît dans le deuxième terme et on remarque le rapport sinus alpha sur cosinus alpha qui est égal à tangente alpha. D'où l'équation de la trajectoire du centre de masse du ballon qui est de la forme ax carré plus bx plus c, soit celle d'un polynôme du second degré et donc l'équation d'une parabole. Le mouvement du ballon est donc parabolique dans le plan x ou y, parabole qu'on peut représenter sur le schéma. Nous allons étudier maintenant le mouvement d'une particule chargée dans le seul champ électrique d'un condensateur plan. Le système sera un électron étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen muni de son repère OX, OY. Et à l'instant initial de l'étude, l'électron se trouve à l'origine O du repère, les coordonnées du vecteur position OG0 sont donc nulles. Et l'électron pénètre dans le condensateur avec une vitesse initiale nulle. Les coordonnées de V0 sont donc nulles également. Comme pour le ballon, l'objectif sera ici encore d'établir les équations horaires de vitesse et de position de l'électron. Et même si la situation est très différente, la méthode reste néanmoins exactement la même. La somme des forces extérieures se résume à la seule force électrique, moins E grand E, collinéaire mais de sens opposé au champ électrique grand E, car l'électron a une charge négative. Cette force électrique est égale à ma d'après le principe fondamental de la dynamique, et en divisant par la masse des deux côtés, on isole le vecteur accélération qui n'est plus égal au seul champ
comme pour le ballon en champ de pesanteur, mais égale à -e sur m grand E. Et cette relation entre vecteurs est équivalente à ces relations entre les coordonnées des vecteurs. Les coordonnées du champ électrique sont -e et 0, car le champ électrique est parallèle à l'axe OX et de sens opposé à celui de l'axe OX. On remplace ici EX par -e et EY par 0. Et on établit les coordonnées du vecteur accélération. Coordonnées comprimitives pour obtenir celles du vecteur vitesse. AX est ici une constante. Vx, qui est sa primitive, est donc affine de la forme plus E grand E divisé par m fois t plus une constante C1. AY est nul, sa primitive Vy est donc une constante C2, constante qu'on identifie avec les conditions initiales. On écrit le vecteur vitesse à t égale 0, soit V0, en remplaçant t par 0. Or, V0x et V0y sont ici nuls. On en déduit que C1 et C2 sont nuls. On en déduit les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quel instant. Coordonnées qu'on primitive à nouveau pour obtenir celle du vecteur position. Vx est affine, sa primitive x est donc un polynôme du second degré de la forme E fois grand E sur 2m t carré plus une constante C3. Vy est nul, sa primitive y est donc une constante C4. Constante qu'on identifie encore avec les conditions initiales en réécrivant le vecteur position à t égale 0 et donc en remplaçant t par 0. Or ici x0 et y0 sont nuls, on en déduit que C3 et C4 sont nuls. D'où les coordonnées du vecteur position à n'importe quel instant. Les équations horaires du mouvement étant maintenant établies, on peut analyser la nature du mouvement. Et on voit que y égale 0, quel que soit l'instant. Le mouvement est donc rectiligne selon l'axe OX. D'autre part, Vx et Ax sont positives. Les vecteurs vitesse et accélération sont donc de même sens, le mouvement est donc accéléré et comme AX est constante, le mouvement est uniformément accéléré selon l'axe OX. La trajectoire de l'électron étant rectiligne, il ressortira du condensateur au point S indiqué sur le schéma ici. Et grâce aux équations horaires, nous pouvons prévoir l'instant de sortie du condensateur. Et plus précisément, en exploitant l'équation horaire qui relie la coordonnée x au temps. En effet, à l'instant t égale ts, x est alors égal à d qui correspond à la distance entre les deux plaques du condensateur. Il suffit alors d'isoler ts carré de l'équation et en déduire ts en prenant la racine carrée de l'expression. On fait l'application numérique avec les valeurs données et on trouve un instant de sortie de 1,810-10 secondes. On peut alors en déduire la vitesse de l'électron lorsqu'il sort du condensateur grâce aux équations horaires de vitesse cette fois-ci. La valeur de la vitesse est par définition la racine carrée de la somme des coordonnées de vitesse au carré, avec ici Vy égale 0. Vs est donc égal à la valeur absolue de Vx au point S. Et donc égal à E fois grand E sur M fois TS. On fait l'application numérique en remplaçant TS par la valeur calculée avant et on trouve une très grande vitesse d'environ 2,2 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière dans le vide. Et ceci en à peine quelques centimètres, ici 2 cm. Les condensateurs plans sont d'ailleurs utilisés dans les accélérateurs linéaires de particules. Même si les deux situations étudiées précédemment sont différentes, on peut établir néanmoins des analogies entre elles. Ici, si la vitesse initiale V0 est nulle ou collinéaire au champ, alors le mouvement est rectiligne. Mais si cette vitesse est non collinéaire au champ, nous avons vu que le mouvement est parabolique. On en déduit que si le ballon est cette fois lâché sans vitesse initiale ou lancé avec une vitesse initiale collinéaire au champ, alors son mouvement sera rectiligne.
De même, si l'électron rentre dans le condensateur avec une vitesse initiale non collinaire au champ électrique, alors son mouvement sera parabolique. On retient que le mouvement est parabolique si V0 et le champ sont non collinaires et qu'il est rectiligne s'ils sont collinaires. On voit donc là l'importance des conditions initiales sur la nature du mouvement. Pour conclure, on retient que la méthode est la même en champ de pesanteur et en champ électrique. On établit l'expression de la force en fonction du champ, on précise les conditions initiales avec les coordonnées OG0 et V0, on applique la deuxième loi de Newton pour en déduire l'expression vectorielle de l'accélération en fonction du champ, et grâce aux coordonnées du champ, on déduit celle du vecteur accélération. Coordonnées comprimitives alors pour obtenir celle du vecteur vitesse. Comprimitives à nouveau pour obtenir celle du vecteur position. Et les équations horaires établies alors permettront de faire de la prévision de mouvement.